Donc je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui va parler de décarbonation de l'industrie. Nous sommes complètement dans l'actualité puisque vous avez peut-être vu que hier RTE, le réseau de transport d'électricité, a publié son bilan prévisionnel 2025-2035 où il est question d'accélérer la décarbonation de l'industrie pour pouvoir justement absorber la production d'électricité décarbonée en France qui est très abondante actuellement. C'est pourquoi nous allons évoquer les solutions de décarbonation possibles, les modèles d'affaires également. On va parler de retour sur investissement. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Philomène Desjonquers. Donc bonjour, vous êtes... moi je me mets là. Vous êtes responsable d'activité décarbonation des entreprises à l'AREC Occitanie, donc qui est l'Agence régionale de l'énergie et du climat. Bienvenue. Pierre Rasson, responsable commercial industrie chez Engie Solutions. Nicolas Tarenne, président de PSI Environnement. Et Anne Victor, référente décarbonation de l'industrie pour l'ADEME Occitanie. Bienvenue, merci à vous d'être ici pour cette table ronde qui va être très intéressante. Donc vous avez bien flashé le QR code pour pouvoir poser vos questions sur l'application Slido. Parfait. Alors, on va commencer avec... ah oui, donc je voulais vous dire que nous allons avoir 2 sessions de questions-réponses. On peut revenir au PowerPoint. La technique. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le plan de la table ronde. On aura 2 sessions de questions-réponses, une dans environ 25 minutes et l'autre à la fin de la table ronde, donc dans un peu moins d'1 heure. On va commencer par les grandes solutions techniques qui existent pour décarboner l'industrie et je vais demander à Anne Victor de l'ADEME. Quelles sont les actions à mener en priorité pour accélérer la décarbonation de l'industrie ? Merci. Bonjour à tous. Oui, donc les actions pour décarboner... Alors, il faudrait mettre la diapo, s'il vous plaît. Merci. Pour accompagner au mieux les entreprises et les entreprises donc, industrielles dans la décarbonation, à l'ADEME, voilà, on va recommander la mise en place d'un plan d'action avec une logique, avec différentes marches en fait, pour prendre les actions de façon cohérente et qu'elles soient efficaces. Donc on va recommander tout d'abord la sobriété, comme on le fait passer dans l'ensemble de nos messages régulièrement. Ensuite, vérifier dans le process de l'efficacité matière, l'efficacité énergétique également, en faisant le tour tout simplement du site. Voilà, refaire le point sur l'ensemble des équipements pour optimiser leur fonctionnement. Ensuite, réfléchir à l'évolution du mix énergétique. Pour cela, promouvoir plutôt les énergies renouvelables de récupération et l'électrification des process. Et enfin, vraiment dernière marche, lorsqu'on a bien tout validé en amont, regarder, étudier le captage et le stockage de carbone. Merci. Alors, on va illustrer justement ces leviers de décarbonation avec Pierre Rasson pour Engie Solutions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui existent dans on va dire les principales catégories, donc la sobriété, l'efficacité et le mix énergétique ? Oui, tout à fait. Donc, je vais m'inscrire un petit peu dans ce qu'a dit l'ADEME. Effectivement, il y a 3 grands secteurs qui sont la sobriété, l'efficacité et le renouvelable et récupération. On va commencer par la sobriété. Donc, par la partie sobriété, on parle là d'actions à faible investissement, généralement inférieurs à 1 000 ou 2 000 euros, voire des investissements nuls, puisqu'on est capable également d'améliorer les réglages des équipements qui sont en place. Donc là, j'ai mis quelques exemples. L'exemple sur le chauffage. Donc, on est capable d'adapter les modes de chauffage en fonction de l'occupation, des usages qui peuvent être faits. Donc, mettre des modes réduits la nuit, mettre des modes réduits le week-end, quand les bureaux ne sont pas occupés.
On a également un exemple sur l'air comprimé. L'air comprimé, c'est un poste très consommateur d'énergie, assez énergivore. Et donc on peut faire de la recherche de fuite et de la réparation de fuite. Et enfin, sur un exemple sur des centrales de traitement d'air où on ferait de la reprise de consignes température hygrométrie pour là aussi faire l'optimisation. Donc là, tous ces exemples ils peuvent paraître assez anodins, mais quand on les cumule sur des sites industriels, on arrive rapidement à faire des gains conséquents. Donc sans investir, on fait du gain. Et là, ça veut dire en fait du gain rapide et quasiment immédiat pour l'industriel. Deuxième exemple, donc le thème de l'efficacité énergétique. Donc là aussi, je vais te donner des exemples concrets. Sur l'air comprimé, on est capable de proposer des solutions de renouvellement d'une centrale. Donc on part d'une solution avec une centrale d'air comprimé qui a une consommation spécifique importante. Et avec les nouvelles technologies, on est capable de mettre des centrales avec des rendements meilleurs et également faire de la récupération d'énergie sur ces centrales. Les groupes froids, c'est la même réflexion. Donc passer sur des groupes froids à haute efficacité énergétique et également avec des récupérations d'énergie fatales. Et enfin, sur des centrales de traitement d'air, on est capable également de rajouter des modes free cooling, c'est-à-dire on va capter de l'air frais en été, la nuit, pour le réinjecter dans les réseaux et donc dans les usines pour les refroidir sans consommer d'eau glacée ou de climatisation. Dernier exemple, la partie renouvelable et récupération. Donc là, on est sur des gros projets. On parle de projets à plusieurs centaines, voire millions d'euros, avec quelques grosses installations, type installation chaudière biomasse. Donc on vient substituer généralement une énergie fossile par une énergie propre, qui est la biomasse bois propre. Les pompes à chaleur. On développe de plus en plus des pompes à chaleur haute température, voire très haute température. On est sur des régimes d'eau surchauffée, voire des pays du Nord qui développent maintenant des pompes à chaleur vapeur. La récupération d'énergie fatale, donc là récupérer l'énergie consommée sur du process pour la valoriser en eau chaude principalement. Et enfin un axe qui a été donné en introduction, c'est la partie électrification, donc avec des chaudières électriques, qui est un acte très fort de développement au sein d'une solution, puisqu'on est capable maintenant de faire de la flexibilité électrique, c'est-à-dire jouer sur le réseau spot électrique pour faire fonctionner les chaudières quand le coût de l'électricité est très bas. Et donc ça, c'est effectivement un vecteur qui va être de plus en plus développé chez Engie, mais chez également nos confrères énergéticiens. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Nicolas Tarenne, donc président de PSI Environnement. Donc, début 2026, PSI Environnement va ouvrir une unité de production de CSR, donc le combustible solide de récupération. Il est destiné à être brûlé dans une chaudière d'Arkema à proximité. Donc, le CSR, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr, donc le CSR est issu en fait des déchets issus de l'activité économique ou des collectivités, notamment les refus que l'on peut récupérer en déchetterie. L'objectif de ce CSR, c'est d'être brûlé dans une chaudière afin de créer de l'énergie et notamment de la vapeur pour un client qui est situé à 600 mètres de notre propre installation de préparation de CSR. Il faut savoir que le CSR est un produit normé, il répond à des caractéristiques physico-chimiques et un pouvoir calorifique, donc il faut qu'on soit dans des règles, enfin on est dans des règles dans un arrêté ministériel. Cette technologie, en fait, ce choix qui a été fait par Arkema, il est issu d'une problématique qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient des chaudières qu'ils devaient renouveler, notamment une principalement, et ils sont venus nous voir il y a bientôt 7 ans maintenant pour nous demander comment est-ce qu'on pouvait les accompagner dans le changement et la décarbonation de leur industrie, notamment par l'apport de ce CSR. Dans l'objectif d'Arkema, c'est quelque chose qui est très important. C'est 10 000 tonnes de CO2 évitées par an, rien qu'en utilisant le CSR. C'est 18 000 tonnes d'équivalent pétrole qui ne seront pas utilisées, importées de certains pays, on va dire. Et c'est surtout une sécurisation pour Arkema d'avoir un prix qui est connu et qui ne connaîtra pas et qui ne subira pas les aléas que l'on peut avoir ou que l'on a pu avoir ces dernières années. D'accord, donc ils vont remplacer le gaz par du CSR. Effectivement. Donc ça leur permet d'économiser des tonnes de CO2, des émissions. Eh bien, justement, je voudrais demander maintenant à Philomène Desjonquers de l'AREC Occitanie de nous présenter le dispositif FITEO,
puisqu'on va passer à la deuxième partie de la table ronde qui justement explique les dispositifs d'accompagnement et les aides disponibles. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire en 2 mots, je crois que la REC à Occitanie a accompagné PSI Environnement, peut-être vous pouvez nous dire comment ? Merci. Le dispositif FITEO, c'est un dispositif d'accompagnement clé en main de bout en bout pour accompagner au montage et au portage des projets de décarbonation et d'efficacité. L'objectif, c'est de pouvoir délocaliser à la fois l'ingénierie de montage de projets, mais aussi les investissements nécessaires à la transition environnementale des acteurs économiques. On sait qu'aujourd'hui, quand on est industriel et qu'il faut faire un choix entre un projet de transformation environnementale ou la création d'une nouvelle ligne de production ou la transformation de son outil industriel, souvent les projets de transformation environnementaux ne sont pas prioritaires. L'objectif, c'est de pouvoir être là en soutien à la fois avec une expertise technique pour pouvoir accompagner dans le dimensionnement des projets, mais aussi avec une expertise financière sur la définition et l'optimisation d'un plan de financement, avec l'agrégation de l'ensemble des aides publiques et privées nécessaires et mobilisables sur un projet, mais aussi l'identification de partenaires bancaires pour aller lever de la dette et loger les actifs dimensionnés et identifiés au sein d'une société de projet dont la REC Occitanie est actionnaire, avec une mise à disposition des actifs par un contrat de location auprès des entreprises bénéficiaires. Typiquement, c'est l'accompagnement qu'on a proposé à PSI. PSI était bien avancé dans son projet technique, donc l'expertise technique n'était pas forcément mobilisable à ce stade. La proposition qu'on a faite, c'était d'être en soutien et en copilotage sur la levée du financement et la structuration du financement pour une opération qui est, et je pense que tu le diras, de 25 millions d'euros en termes de montant d'investissement. Donc c'est une grosse opération. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on partage le capital d'une société de projet entre PSI et la REC pour justement financer ce projet-là sur une quinzaine d'années. Merci pour cette explication. Et je passe la parole à Anne-Victor, donc de l'ADEME. Vous avez mis, donc, au niveau de l'ADEME, vous avez mis au point un certain nombre de dispositifs à la fois d'aide et d'accompagnement pour décarboner l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les principaux ? Vous avez le temps. Merci. Oui, avant d'aborder la présentation de ces dispositifs, je trouvais important de faire un petit zoom sur l'une des missions, des belles missions de notre agence, qui est le travail prospectif. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'en prendre connaissance, mais l'ADEME a travaillé notamment sur les scénarios Transition 2050 avec différentes hypothèses pour le futur qu'on souhaiterait pour notre société en termes de mix énergétique, d'agriculture, etc. Et ce travail prospectif a également été fait pour la filière industrielle spécifiquement, et notamment pour les 9 secteurs énergo-intensifs de l'industrie qui représentent à peu près 2/3 des émissions industrielles. Donc notamment, on va citer l'acier, le ciment, le sucre, etc. Et donc c'est un travail qui a été fait avec les industriels en tour de table pour élaborer un plan d'action, des feuilles de route en prenant en compte différentes hypothèses à horizon du coup 2030-2050 pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et donc j'en finis parce que et du coup n'hésitez pas, c'est très intéressant. Vous avez tous ces documents qui sont disponibles gratuitement, téléchargeables sur la plateforme librairie ADEME. Donc vous avez les documents complets, des synthèses, des infographies très pédagogiques. Donc tout ça pour dire que par la suite, les dispositifs que l'on propose aux industriels ne viennent pas de nulle part et ont été mûrement réfléchis pour s'adapter au mieux aux besoins du secteur, pour les accompagner au mieux dans ce travail de longue haleine qu'est la décarbonation.
Donc aujourd'hui, rapidement, ça sera non exhaustif, mais ça va être Voilà, pour vous expliquer, il y a une chronologie dans l'ensemble des dispositifs existants à l'ADEME. On essaye de suivre, comme on l'a vu précédemment, une logique. Et en fonction de la maturité de votre projet, on va avoir un dispositif adéquat. Donc, notamment, lorsque vous êtes au démarrage, on a le programme Pacte Industrie pour vous aider à faire un état des lieux de la situation de votre entreprise, de votre site ou de vos sites, lorsque vous êtes un groupe. Et ensuite établir une feuille de route de décarbonation. Donc dans ce programme Pacte Industrie, vous allez retrouver des possibilités de formation, former un référent au sein de votre entreprise pour le management de l'énergie, vous accompagner pour la certification ISO 50001. Voilà. N'hésitez pas, on a une référente en région si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Et ensuite, donc, lorsque vous avez un projet, une réflexion qui est plus mature et vous voulez passer à la réalisation, là, on va pouvoir piocher dans les dispositifs en fonction de la nature de votre projet et de la taille de votre entreprise. Et donc, je vais en dire un peu plus sur l'appel à projet Décarb Flash qui a été réouvert en avril 2025 et ouvert jusqu'à 2027. Il y aura plusieurs relèves. C'est un appel à projet qui s'adresse aux PME, ETI et grandes entreprises qui ne sont pas quota CO2. Donc vous pouvez dans cet appel à projet faire financer en fait des investissements qui sont compris entre 100 000 et 3 millions d'euros et pour des thématiques type efficacité énergétique, isolation des bâtiments industriels, électrification et valorisation de la chaleur fatale. Qui ne sont pas quota CO2, vous voulez dire expliquer qui ne sont pas soumises au quota CO2. Voilà. À Décarb Flash. Voilà, ne sont pas éligibles à Décarb Flash. Non, donc, ils sont éligibles, ceux qui ne sont pas qui sont hors quota CO2. Quota. Ouais, voilà. Donc du coup, cet appel à projet est actuellement... il y a plusieurs relèves, mais vous pouvez d'ores et déjà contacter notre référente en région parce qu'il y a des prérequis pour candidater à cet appel à projet et notamment, il faut un premier rendez-vous avec notre référent 1 mois avant le dépôt de votre dossier. Donc ça vous permettra d'affiner votre projet, le montage du dossier, réorienter, affiner. Et donc n'hésitez pas, c'est quelque chose qui répond en général bien aux besoins et qui a très bien marché lors de la première vague en 2022. Ensuite, pour les projets supérieur à 3 millions d'euros d'investissement. On a l'appel à projet Décarb Inde. Il y a une relève qui a été faite en mai dernier. Et donc actuellement, l'appel à projet est clos, mais il y aura une nouvelle relève mi-2026. Donc vous pouvez d'ores et déjà me contacter si besoin d'affiner, de préparer le dossier. C'est quand même des dossiers qui sont conséquent à monter, donc il y a du travail, donc on peut d'ores et déjà commencer à en parler et à monter ce dossier. Donc c'est confirmé, Décarb Inde 2026 ? Oui. Très bien. Parfait, donc écoutez, est-ce que sur ces premières informations concernant les aides disponibles et les outils disponibles, vous avez des questions ? Alors, si vous avez posé des questions via l'application, il va falloir que je flash moi-même le code parce que voilà. Et je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Parce qu'on peut aussi faire circuler un micro si vous n'avez pas eu le temps ou pas posé vos questions sur la tablette. Est-ce qu'il y a des personnes qui, à ce stade, voudraient demander quelque chose ? Vous levez la main et on vous apporte un micro. Non ? Tout était très clair ? Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on continue. Et nous allons donc continuer sur les... Voilà. Maintenant, nous allons passer au retour d'expérience. Je pense que là, c'est vraiment le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les entreprises qui décarbonent, dans les industries qui décarbonent ? Alors, je vais commencer avec Pierre Rasson pour Engie Solutions. Engie Solutions donc, propose des modèles économiques différents pour décarboner l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquels et aussi quel type de rentabilité est attendu pour les entreprises ?
Ouais, donc je vais reprendre un peu ce qu'a dit Philomène précédemment. Il y a plusieurs possibilités pour financer un projet de décarbonation. J'ai présenté 3 solutions ici. Une solution où Engie financerait l'intégralité du projet, une solution où le client financerait, et ensuite un cofinancement qui se fait via une société de projet. Donc là, on peut avoir plusieurs financeurs qui peuvent être Engie, le client, des banques d'investissement, des tiers financeurs, comme ça peut être expliqué précédemment. Donc là, on va rentrer un peu dans le détail des différents modèles. Donc vous l'avez compris, les gros intérêts d'externaliser son financement, c'est de conserver ses investissements pour sa production et pour ses capex, ce qu'aiment faire les industriels en général. Dans le modèle où Engie finance, on est sur des modèles de durée assez longue, entre 10 et 25 ans d'engagement. Donc on finance et ensuite Engie Solutions se charge d'exploiter et d'assurer la maintenance de ces installations. Donc j'ai pris un exemple, on partirait sur un modèle à 500 000 € d'investissement. On a une première redevance qu'on appelle la redevance P1 dans le jargon énergéticien, qui correspond en fait à la vente d'énergie avec un engagement de performance. Donc là, j'ai imaginé qu'on faisait une économie de l'ordre de 100 000 € par rapport à un équipement qui serait plus performant que l'équipement de base. On a une redevance de remboursement qu'on appelle redevance P4, là aussi dans le jargon énergéticien, de 60 000 €. Une redevance maintenance exploitation P2, P3. Une décarbonation, donc qui peut se valoriser si on est soumis au quota ou qui peut être valorisé d'autres manières si jamais on a une direction générale sensible à la décarbonation. Et au final, on voit qu'on a un gain dès la première année, puisque finalement, le coût de l'investissement est amorti par les économies d'énergie. Et on gagne directement dès la première année 30 000 €. Donc c'est à la fois un projet décarbonant, mais c'est surtout un projet de compétitive industrielle. Donc aujourd'hui, on s'est allié et on a plein d'exemples de projets où on a pu effectivement rendre un client moins dépendant d'une énergie fossile et en plus de ça, de faire du gain rapide. Un modèle où le client finance, donc là c'est un modèle relativement classique où on est sur des durées de ROI qui sont souvent assez courtes, je dirais entre 3 et 5 ans. Donc après, tout dépend où l'industrie le met le curseur. Est-ce que c'est suffisamment court pour lui ou pas? Et après un modèle de cofinancement où là c'est un peu un mélange des deux modèles, où on a un premier ROI qui est souvent plus court et après on fait du gain qui est souvent important. Donc une fois que j'ai donné ces modèles-là, je vais parler d'exemples concrets qui ont pu être faits chez Engie Solutions. Donc tout d'abord un partenaire que je pense tout le monde connaît ici qui s'appelle Airbus. Donc Airbus sur son site de Toulouse a fait le choix de passer d'énergie fossile au gaz à la biomasse. Donc successivement sur différentes années ils ont installé des biomasses. Donc aujourd'hui ils ont 34 mégawatts de puissance biomasse installée, ce qui fait sur le dernier projet une économie complémentaire de 26 000 tonnes de CO2 par an. Donc le site d'Airbus à Toulouse est décarboné à hauteur de 86%. On a toujours un appoint gaz qui sert à assurer la production de chaleur quand il y a des ramonages ou des maintenances sur les chaudières biomasse qui sont obligatoires. On a un soutien de l'ADEME conséquent via l'appel à guichet BCIAT. Donc sur le dernier projet de 12 millions d'euros. Donc c'est un investissement de plus de 30 millions d'euros. Donc l'ADEME a contribué à hauteur de 30% à l'investissement. Et on arrive sur un modèle d'un coût chaleur qui est compétitif parce qu'aujourd'hui le coût de la biomasse est compétitif. On a très peu de taxation sur la biomasse, c'est une énergie stable et ça intéresse forcément l'industriel pour monter un budget, pour maîtriser ses coûts énergétiques. Un deuxième exemple, c'est Sterimed, qui est un industriel de la région. On se trouve à Amélie-les-Bains, donc c'est un papetier qui fabrique un papier à destination de l'industrie médicale. Et là, on est sur de l'air comprimé, donc c'est un projet plus petit qui fait 400 kW d'air comprimé, où en fait on a allié à la fois la performance énergétique, puisqu'on avait une consommation spécifique de l'ordre de 198 Wh par mètre cube produit. On est passé à 117 avec des machines plus performantes, donc ça fait une économie déjà de 40% d'électricité. Et en plus de ça, on a ajouté un module de récupération d'énergie sur les compresseurs pour faire de la récupération d'eau chaude. Et là, on parle de 1700 MWh de récupération annuelle. Et tout ça pour faire une économie globale de plus de 300 000 € sur un investissement autour d'1 million d'euros. Donc en moins de 3 ans, on sait l'amortir. Et c'est un modèle où Engie Solutions a apporté le financement. Un dernier modèle où on parle plutôt là de sobriété et de performance avec Safran, où en fait sur le site SPU à Toulouse, c'est un site qui produit des petites turbines de puissance intermédiaire, où là on a un contrat de CPE qu'on appelle un contrat de performance énergétique, où en fait on s'est engagé sur un volume d'économie d'énergie annuelle. Et donc l'objectif c'est de faire plein de projets de taille intermédiaire qu'on cumule et à la fin on arrive à justifier notre économie. Et le système de rémunération se fait 50% fixe et 50% variable sur atteinte d'objectifs. Et donc c'est un modèle incitatif où tout le monde a y gagné, car nous on est rémunéré pour ça et le client fait des gains énergétiques.
Et là, on sait justement quels sont les gains en termes d'émissions Oui, de gaz à effet de serre. Alors on parle de 1000 MWh de gaz par an, donc traduit en économisé. Ah. Donc si on traduit en gaz, enfin en CO2, on parlerait à peu près de 185 tonnes de CO2 économisé par an. 185 grammes le kilo. Voilà, 185 tonnes. Oui. D'accord, 185 tonnes, oui. Parfait. Eh bien, on va continuer sur les exemples. N'hésitez pas à continuer à poser des questions si vous voulez par l'application. D'autres exemples avec l'AREC Occitanie. Philomène Desjonquers, je crois que vous avez deux belles entreprises de l'Occitanie d'ailleurs, qui ont mis en place des solutions de décarbonation, une distillerie et un fabricant de céramique. Vous pouvez nous dire comment et puis les résultats aussi en termes d'économie d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut... Et bien sûr, et puis de modèles économiques, combien ça a coûté, combien ça rapporte. Je vous présente aujourd'hui deux de nos références. Le premier projet, c'est notre premier projet historique qu'on a porté auprès de Villeroy et Boch, qui est à Valence d'Agen. Donc Villeroy, c'est un céramiste qui a dans son processus industriel des enjeux de cuisson assez importants et qui était aujourd'hui, qui était en recherche de remplacement de ces fours qui étaient vieillissants puisqu'ils avaient une trentaine d'années. La proposition qu'on a faite, on l'a articulée en deux tranches pour correspondre déjà au rythme d'investissement et de transformation industrielle de Villeroy. Une première tranche d'1,7 million sur de la récupération de chaleur fatale et du remplacement de fours existants. Et une deuxième tranche qu'on est en cours de construction, qui, elle, est sur du stockage de chaleur fatale et de la récupération de chaleur fatale. On a donc constitué une société de projet dans laquelle l'AREC Occitanie est actionnaire et c'est au sein de cette société de projet que sont logés le four, que sont logés les équipements de récupération de chaleur. Et on a un contrat de location avec Villeroy sur une durée de 5 ans pour pouvoir lui mettre à disposition, pour lui donner l'usufruit d'une certaine manière des équipements qui ont été financés. Comment on les a financés ? On les a financés en partie grâce à l'ADEME, en partie grâce à la région. On est allé chercher aussi un financement bancaire, bien sûr, et on met en place sur cette dernière tranche de la compensation carbone volontaire pour venir bonifier le modèle économique et réduire le reste à charge de Villeroy. En termes de profil économique, ça veut dire qu'on arrive à proposer une redevance qui est quasiment équivalente au niveau d'économie d'énergie actuelle. C'est-à-dire que les économies d'énergie viennent financer le remplacement des nouveaux équipements et la décarbonation d'un acteur industriel. On parle de 1100 tonnes de CO2 évitées par an. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui en France, on a une empreinte carbone de 10 tonnes par an par personne. Donc ça veut dire que là, on est déjà sur l'empreinte carbone d'environ 110 Français. Et on parle de 3400 MWh évités par an. Et de la même manière, on est sur l'empreinte d'environ 1400 foyers, 1400 Français. Donc c'est un premier projet qui nous a mis le pied à l'étrier de ce nouveau dispositif FITEO et qui aujourd'hui nous a permis en plus de le phaser pour correspondre à une montée en gamme et à une évolution naturelle du projet industriel. Et vous pouvez dire combien ça rapporte finalement à l'industriel au fur et à mesure des années, au bout de 6 ans, 15 ans? Aujourd'hui, on est donc ce que je disais, on est quasiment à ISO loyer par rapport à une économie d'énergie réalisée sur une période de contrat qui est de 5 ans avec une première année qui était une année de construction et dans la continuité au-delà de 6 ans, tous les bénéfices de l'économie d'énergie reviennent bien naturellement à Villeroy.
ça représente, on l'a déjà estimé ou pas? On l'a estimé, je ne l'ai Donc, pas en tête. C'est 1 million d'euros, non, sur 15 ans? Ben voilà, vous comme les ça. avez, J'avais noté ça. mieux que moi. Donc 1 million d'euros en effet sur 15 ans sur ces équipements-là spécifiques, D'accord. sur la première tranche. Oui, sur la première tranche. Un autre, Alors il y avait un autre exemple, aussi. oui, il est où? Ah voilà, Grappe Sud. Merci beaucoup. L'autre projet, c'est le projet de Grappe Sud. Grappe Sud, c'est une distillerie dans le Gard qui est implantée à Crevier-Lascours, qui a eu le projet de faire le remplacement de sa chaudière gaz par une chaudière biomasse. On était sur un projet plus conséquent parce qu'on était sur un projet d'environ 7,7 millions qui est en train d'être réceptionné en ce moment même. Ce projet, de la même manière, a été financé en partie par un BCIAT pour lequel on a candidaté auprès de l'ADEME. Et on a proposé de la même manière à Grappe Sud de financer le projet à sa place et de lui mettre à disposition les équipements financés. Là, on est sur une durée plus longue parce qu'on est sur une durée de 12 ans. Et on est sur une empreinte carbone qui est valorisée aujourd'hui à hauteur de 7000 tonnes de CO2 par an. Donc ça fait l'empreinte carbone de 700 Français environ annuelle. Ce projet-là, il nous a permis de pouvoir étraîner notre dispositif de compensation carbone volontaire. Donc la compensation carbone volontaire, c'est un mécanisme qui est parallèle et étanche par rapport au mécanisme des quotas CO2 qu'on peut voir pour les plus grands pollueurs. Et la compensation carbone volontaire, ça permet pour des projets de décarbonation de venir trouver des compléments de revenus financés par des acteurs qui ont des stratégies RSE dans lesquelles ils se disent que je ne peux ni éviter ni réduire, par exemple sur mes déplacements, sur mon empreinte carbone et mes émissions carbone de mon activité du quotidien. Je vais venir les compenser en venant acheter des crédits carbone, et cet argent-là va revenir en partie à des projets qui sont en exploitation comme celui de Grappe Sud, mais aussi à des projets qui permettront la décarbonation de demain. Et pour Grappe Sud, on a mis initialement le projet, il était dimensionné à 7 millions, et finalement en cours de projet on s'est rendu compte qu'on allait avoir un delta de 10% à peu près sur le prix total du projet, et on a proposé de valoriser la compensation carbone volontaire pour venir financer une partie de ce surcoût qui n'était pas anticipé par l'industriel, et pour éviter d'augmenter d'autant son exposition et ses remboursements éventuels dans le cadre du dispositif. Donc on a vraiment à cœur d'essayer de trouver des solutions assez innovantes pour pouvoir coller à une réalité de terrain en manipulant des objets qui sont, comme la compensation carbone volontaire, assez innovants et qui permettent de bonifier des équilibres économiques pour les industriels. Donc c'est 900 000 euros d'économie annuelle par an, enfin dès la première année. C'est ça, c'est 900 000 euros d'économie annuelle qui viennent financer en effet les mensualités. Alors, une question je vous pose maintenant. Quelle est la durée des différentes phases des projets? Commercialisation, études, financement, audit, construction? C'est très variable. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Globalement, on a une phase de commercialisation. Alors, la commercialisation, elle se fait toujours en parallèle d'une réflexion technique, souvent, et qui peut prendre entre 1 an, 2 ans, en fonction de la typologie des projets et de la typologie des accompagnements qui sont nécessaires. Les phases de construction, on va être sur des phases de construction entre 3 mois et 1 an. Ça dépend encore une fois de l'objet. Si on est sur du relamping, donc du remplacement d'éclairage, ça peut être assez rapide. Si on est sur de la construction d'une nouvelle chaudière, il faut du génie civil, il faut s'approvisionner. La chaudière, en général, je crois qu'on a mis 18 mois entre la commande et l'arrivée de la chaudière. Donc on voit qu'on est sur des temporalités qui ne vont pas être les mêmes. Et après, sur les durées de contrat, ça va aussi dépendre de la nature de l'actif. De la même manière, un relamping, 5 ans, c'est quelque chose qui paraît cohérent. Sur une chaudière, on est sur un objet qui est plus massif, qui va s'amortir sur plus longtemps, et donc on va aller essayer de pousser sur des durées qui sont plus longues, de type 10-12 ans pour ce genre d'actif.
Et typiquement, pour PSI, on est même sur une quinzaine d'années en termes de financement. Donc c'est vraiment variable, on s'adapte à l'objet et aux enjeux de chacun de nos interlocuteurs bénéficiaires. Merci. Alors justement, PSI Environnement, Nicolas Tarenne, est-ce que vous pouvez nous expliquer le schéma économique, puisqu'on parle économie, entre les entités, donc il y a PSI, il y a Dalkia et il y a Arkema. Comment ça se passe entre les trois ? Alors, absolument. Qui finance quoi et à la REC ? D'accord. D'abord, en premier lieu, PSI Environnement, j'étais peut-être un peu rapide tout à l'heure, mais on est des industriels dans la gestion et le traitement de déchets. On arrive aujourd'hui, du moins la réglementation nous demande d'avancer sur la réduction, sur la décarbonation, sur la réduction de l'enfouissement, et tout un ensemble de choses, la valorisation des matières, et tout un ensemble de choses qui font qu'on doit se réinventer au fur et à mesure. Donc l'idée, elle est venue, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, d'un projet de Dalkia qui avait besoin donc, de renouveler une chaudière qui fournissait de la vapeur pour Arkema avec un nouveau projet CSR. Donc PSI Environnement, on a choisi d'être le préparateur du CSR en créant une installation de préparation, donc pour un coût de 27 millions, accompagné par la REC et par l'ADEME d'ailleurs. Tout ça pour permettre d'alimenter cette chaudière et de produire les 200 000 tonnes de vapeur dont Arkema a besoin pour fonctionner. Et en fait, le modèle économique, il est un peu inversé, je dirais. On est parti vraiment du besoin d'Arkema. C'est-à-dire que sans Arkema, on n'aurait pas pu faire ce type de projet parce qu'on n'a pas la source qui permettait l'utilisation du produit. Donc on est parti du besoin d'Arkema. Dalkia est venu nous voir pour nous demander si on pouvait faire et nous on a fait. Et donc on est tous les trois complètement mêlés dans cette histoire, je dirais, par des contrats transverses, parce que si un des acteurs tombe, les trois tombent. Donc l'idée c'est que nous, on est capable de produire ce CSR à partir de déchets qui sont dans un rayon de 100 km, et on a un contrat d'apport et d'exclusivité à la chaudière Dalkia. Ça aussi, c'est un point fort de notre contrat, c'est que sans cette sécurisation de l'apport de déchets, on ne pouvait pas se positionner sur un investissement aussi lourd. Pour information, on a réalisé l'an dernier 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Autant vous dire qu'on investit une fois et demie. 27 millions d'euros, c'est compliqué. Une fois et demie notre chiffre d'affaires. Il est sûr que sans un dispositif comme sur lequel on a travaillé avec la REC, on n'aurait pas pu faire ça tout seul. Donc voilà, on croit au projet et Philomène a été très porteuse sur le projet. Mais l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est qu'il faut que quand on fabrique du CSR, quand on produit du CSR, il faut avoir à proximité un utilisateur qui va utiliser ce produit de manière cohérente, conséquente et régulière. Voilà, c'est un bandeau de 200 000 tonnes de vapeur qu'Arkema utilise tout au long de l'année. Vous avez besoin de l'utilisateur, mais vous avez besoin des déchets en amont. Et ça, si on ne vous amène pas de déchets, c'est compliqué aussi. Absolument. Vous sécurisez ça et donc effectivement, l'idée c'est d'aller vers la décarbonation, et on sait que l'enfouissement est une des sources de carbone qui est assez importante. Et donc l'idée c'est de remplacer au fur et à mesure, parce que au final nous on a une installation de stockage de déchets non dangereux, et j'aurais pu me dire on verra ce qu'on fait plus tard. En tout cas, je vais continuer à mettre mes déchets, à les enfouir. Non, l'idée, c'est vraiment de se servir de ça comme d'un levier. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises sont de plus en plus réceptives à cette décarbonation, et parce que les clients et les pouvoirs publics demandent à ce que ce soit de plus en plus remarqué, on va dire. Oui, il y a aussi, pour la décarbonation. Et pour les déchets, il y a aussi des lois, vous expliquez, absolument, pour réduire l'enfouissement. Mais ça, effectivement, c'est la loi de transition énergétique. On nous a demandé à tous collectivement de réduire de 50% l'enfouissement à 2025 d'ailleurs, c'était. Donc il y a des incitations financières pour que les gens viennent amener leurs déchets chez vous ? Alors les incitations financières, c'est plutôt des impôts. C'est de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Donc la TGAP, donc on a une trajectoire TGAP qui était de
de 2020 à 2025. On a une nouvelle trajectoire TGAP qui devrait sortir là, d'ici peu, qui est en discussion, alors qui est partie à l'Assemblée nationale, qui est au Sénat et qui repart à l'Assemblée. Mais on a une trajectoire où la TGAP devrait atteindre les 105 € ou 110 € en 2030, je crois, 2030. Ce qui fait que ça va être beaucoup moins incitatif de faire de l'enfouissement direct, parce que ça va être taxé de plus en plus. Donc ça fait partie aussi des leviers qui permettent à des industries comme les nôtres d'aller vers la production de CSR. Encore une fois, je le répète, la production de CSR, on n'est pas, je vais dire un gros mot, mais on n'est pas un incinérateur. On ne prend pas des déchets, on ne les jette pas dans un four. Il y a tout un travail qui est fait pour sortir les matières qui sont imbrûlables, pour sortir les PVC, pour sortir les métaux, pour sortir les alus, etc. Donc c'est un vrai métier et on est garant d'un pouvoir calorifique, d'un taux de biogénie, etc. Donc c'est vraiment un métier et un métier à part. D'accord. D'ailleurs, le taux de biogénie compte dans la partie décarbonation, je pense. Absolument, oui, tout à fait. Pour pouvoir calculer les émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait. Vous voulez peut-être nous dire 2 mots sur votre nouvelle usine ? Oui, 2 mots. Alors, on est basé à Lannemezan, au pied des Pyrénées, entre Tarbes et Toulouse. C'est une société familiale qui a été créée en 88. C'est le deuxième plus gros investissement de l'histoire de l'entreprise. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres parce que là, c'est quand même assez sérieux. C'est un beau projet que je vous invite à venir visiter si vous le voulez d'ailleurs, parce que ça sera une vraie vitrine technologique qui devrait ouvrir donc en janvier 2026. Donc on est là sur la fin de l'installation. On est sur les essais de performance en fait. Et pour le moment, ça répond tout à fait à ce que l'on attend. Et Dalkia, donc avec la chaudière, j'ai perdu. Ça marche plus, vous m'entendez ? Ça marche, on vous entend. Donc, moi, j'entends plus rien. Donc, Dalkia avec la chaudière devrait commencer en mars 2026, mars ou avril 2026. D'accord. Donc, c'est vraiment très bientôt. Merci pour cet exemple et on va continuer sur des exemples et l'économie de ces différents projets avec Anne-Victor pour l'ADEME. Donc vous allez nous parler d'une belle entreprise également dans la région, l'entreprise de sous-traitance aéronautique Aubert et Duval, qui a choisi de remplacer des fours à gaz par des fours électriques. Alors, comment elle a fait ? Déjà, comment elle a financé l'action ? Et puis avec quels résultats, à la fois en termes de décarbonation, en termes de rentabilité ? Oui, merci. Oui, un très bel exemple occitan. Donc Aubert et Duval qui est basé à Pamiers, donc dans l'Ariège, et donc qui est un des sites du groupe qui a une feuille de route de décarbonation, donc voilà, qui inscrit ses objectifs de décarbonation pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et fait une première étape en 2030 où l'objectif est de réduire de moins 38% ses émissions de CO2. Donc dans cette feuille de route là, voilà, le site de Pamiers s'y inscrit et a ses objectifs localement. Et donc on les accompagne là sur ces projets. Ils ont démarré concrètement les réalisations depuis 2019 via notamment le dispositif que j'ai présenté précédemment, qui à l'époque ne s'appelait pas Décarb Inde, c'est un peu l'ancêtre, mais bon voilà, c'était les premières vagues de cet appel à projet. Et donc a aujourd'hui réalisé ses 3 premiers beaux projets d'investissement sur son site avec l'implantation d'une ligne automatisée de traitement thermique qui est fortement électrifiée en effet. La reconstruction de l'atelier contrôle de surface qui est 100% électrique, avant il était au gaz, et ça lui a permis d'avoir un atelier à la pointe en fait qui est unique au monde, donc
donc là, ça permet également de rebondir sur l'importance de ces travaux, de ces démarches de longue haleine, comme on en parle depuis tout à l'heure, de la décarbonation de notre industrie pour de la compétitivité. De là, on va vraiment la différence, la durabilité de notre industrie pour qu'elle soit compétitive et qu'elle se sécurise également en sortant du fossile. Et enfin, donc le troisième projet là qui s'est concrétisé, c'est l'électrification des installations de chauffage qui fonctionnaient au gaz. Donc voilà, ces trois premiers beaux projets d'Aubert et Duval lui ont permis d'éviter l'émission de 4692 tonnes de CO2 équivalent par an. Pour un coût quand même pour l'industriel conséquent, de plus de 30 millions d'euros de CAPEX, et avec une aide de l'ADEME de plus de 7 millions d'euros. Donc on est ravis de continuer à accompagner cet industriel avec qui on échange régulièrement, comme avec les autres industriels de la région, et qui pour atteindre ces objectifs a encore des projets. Là, on est en train d'affiner pour les dépôts de futures candidatures. Alors j'ai une question sur ce projet. Est-ce que c'est rentable tout de suite, comme on voyait avec Fiteo, 900 000 euros économisés chaque année, etc. Là, c'est peut-être pas forcément rentable vu le montant d'investissement. Alors là, de toute façon, on n'a pas encore de retour d'expérience. Là, on est dans les tests, etc. Après, qu'est-ce qu'on met vraiment derrière le mot rentabilité dans ce type de projet? Tout à fait. Quels sont les autres bénéfices alors? Oui, là, du coup, j'ai un peu avancé sur la réponse, mais entre autres, là, on va gagner. Là, l'industriel, c'est vraiment pour de la compétitivité face à ses concurrents à l'échelle internationale, en fait, qui ne sont pas forcément rentrés dans une démarche de décarbonation aujourd'hui et sont des concurrents, mais qui restent sur de la production basée sur des énergies fossiles. Et également une sécurisation, une indépendance vis-à-vis du fossile. Aujourd'hui, bien sûr, l'exemple type du gaz russe illustre bien cet exemple-là. Ouais. Je suppose qu'il y a un marché pour les produits décarbonés. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait. Ça inscrira sa différence par rapport à ses concurrents. Alors justement, il y a des questions sur Aubert et Duval. Quels sont les gains? Voilà, c'était la question que je vous posais aussi, donc vous y avez répondu. Pour l'instant, on n'a pas de gains financiers notables connus, mais d'autres bénéfices. Et Aubert et Duval, la durée des batchs permet-elle de se synchroniser avec la surproduction solaire de 11h-15h? Ont-ils changé leur phasage de production? La durée des batchs permet-elle de se synchroniser avec la surproduction solaire de 11h-15h? Ont-ils changé leur phasage de production? Et oui, j'imagine que s'ils sont passés à la production électrique au lieu de gaz, ils vont peut-être bénéficier des prix plus bas pendant la surproduction solaire entre 11h et 15h. Et est-ce que du coup, ils ont changé leur phase de production? Ça vous dit, vous ne savez peut-être pas. Non, actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu d'échange par rapport à ça et par rapport aux fournisseurs d'énergie. Non, je n'ai pas la réponse précise à cette question, mais c'est une bonne question à avoir en tête et à voir avec eux. D'accord. Peut-être sur le sujet des gains, de la rentabilité, etc. Je pense que vous l'avez tous en tête, c'est impensable pour un industriel de porter 31 millions d'euros d'investissement s'il n'y a pas de rentabilité. Donc, elle est quelque part. Est-ce que c'est... et dans des temps de retour qui sont en plus relativement courts, parce que quand on est entreprise, on ne peut pas parier sur un temps de retour plus de 10 ans, typiquement sur certains investissements. Donc, je pense que ça, c'est quand même des éléments à avoir en tête. Si les décisions ont été prises, ça veut dire qu'on colle à cet équilibre économique-là et qu'il y a plusieurs autres aspects. S'ils sont soumis aux quotas, c'est aussi autant de quotas en moins pour eux à venir, ou en tout cas autant de quotas en plus à pouvoir vendre sur le marché et donc un revenu complémentaire à aller chercher.
c'est aussi une question de marque employeur, c'est aussi une question de compétitivité sur le marché, de réduction de l'exposition par rapport à une volatilité des coûts. C'est une vraie stratégie qui a du sens parce qu'elle les rend plus résilients, plus solides par rapport à un contexte qui fluctue. Donc, Oui. la réponse est oui. Peut-être qu'on ne sait pas comment exactement, mais la réponse est certaine que oui. À plus ou moins long terme en fonction des entreprises, des projets. Une autre question, je prends les questions, hein, n'hésitez pas à les poser par écrit en flashant le QR code qui va s'afficher si la technique l'affiche. Merci, super. Voilà, vous ouvrez comme ça l'application, vous écrivez vos questions et je vous les lis. Alors les aides Decarb Inde, c'est pas un, c'est Inde pour industrie, Decarb Inde, sont-elles compatibles avec un modèle de tiers investissement comme proposé par Engie Solutions? Alors, qui veut répondre? Engie, Pierre Rasson? Allez, je vais y aller. Allez-y. La réponse est oui, hein, évidemment. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on décide avec l'industriel qui va déposer le dossier. Donc, ça peut être un dossier déposé par l'industriel ou par Engie Solutions, c'est un choix. Et en conséquence, on intègre ça en déduction du CAPEX dans la mesure où on serait financeur. Vous confirmez, Anne-Victor? Non, ouais, ça dépend de la typologie du projet quand même. Le tiers investissement, ça va être sur de la valorisation de la chaleur fatale. Par contre, sur les autres investissements, c'est pas... Sur le Decarb Inde en particulier? Decarb Inde, ouais, tout à fait. Oui, ok, moi je parlais de subventionnaire général. Ah, ok. Donc là, s'il s'agit d'accord. de l'appel à projet Decarb Inde 25, non, c'est pas éligible, le tiers investissement, à l'exception de la récupération de chaleur fatale. Mais du coup... Decarb Flash, Decarb Inde aussi. Decarb Oui. Inde, ouais. Après, nous avons une solution, c'est de faire du rachat d'actifs, c'est-à-dire que le client industriel peut investir en son nom et on est capable, nous, Engie Solutions, de racheter l'actif pour ensuite l'amortir sur une durée plus longue. Voilà, c'est ce qu'on sait faire. Donc c'est une solution détournée pour intégrer le financement finalement à Engie Solutions avec un Decarb Inde ou un Decarb Flash sur des sujets autres que la récupération d'énergie fatale. Très bien. De manière générale aussi, c'est en effet notamment les projets de production de chaleur renouvelable, que ce soit de la géothermie, de la biomasse et de récupération de chaleur fatale. Donc là, c'est soit le fonds chaleur en effet pour les questions de chaleur et sinon c'est la récupération sur des carbanes. Alors, j'avais une dernière question concernant le 5e levier de décarbonation, donc, qui est le CCUS, le captage, l'utilisation et le stockage de CO2. Vous l'avez évoqué, donc Anne-Victor, au début. À quel moment on intervient ce type de solution? Déjà, vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Est-ce qu'il y en a déjà en France? Et puis, est-ce que l'ADEME finance? Et à quel moment? Alors, déjà pour l'introduire, merci pour la question. Voilà, le rappel, c'est que c'est une technologie en fait qu'on va faire intervenir vraiment lorsqu'on aura déjà validé toutes les premières marches, comme on l'a vu en tout début de table ronde, c'est-à-dire voilà, la sobriété, l'efficacité énergétique, les travaux autour de l'évolution du mix énergétique, les renouvelables. Voilà, donc les technologies existent, des projets sont en cours de réflexion et oui, on a des appels à projets qui permettent d'étudier et de financer ce type de projet, mais à l'heure actuelle, il y en a pas qui sont en cours de réalisation concrète. C'est en cours d'étude. Là où il faut savoir, un secteur particulier qui certainement devra faire appel à cette technologie, ça va être les cimentiers par exemple, où en fait, d'ailleurs on le revoit très bien dans le plan de transition sectorielle dont je vous ai parlé précédemment pour la filière ciment justement, où en fait on a des émissions de carbone qui sont liées directement au process en fait, lors de la réalisation du ciment en lui-même. C'est la décarbonatation, où à ce moment-là, il y a des émissions de CO2 qui, de par le process, de par la fabrication du ciment, en fait, sont là. Et donc, rien en faire. Voilà, on ne peut pas, à ce niveau-là, malgré être même si on est très efficace énergétiquement, etc. Voilà, elles sont là, elles existent. Donc certainement cette filière aura à étudier cette technologie de dernier niveau.
Quand vous dites qu'il y a des appels à projets de l'ADEME qui permettraient peut-être de financer des études, ce sont les études, on n'en est que là pour l'instant, c'est ça? C'est pas les projets eux-mêmes? Oui, il y a des projets qui sont étudiés, qui sont proposés à la réalisation dans ces dossiers-là aussi. Mais à l'heure actuelle, c'est en cours d'analyse. Ah, c'est en cours d'analyse. Voilà, il n'y a pas eu encore de lauréats et de réalisations concrètes aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vois que il n'y en a plus qui sont arrivés par écrit, mais si vous voulez lever la main, c'est aussi possible. On vous apporte un micro. Si vous avez une question. Non, pour l'instant, pas de question. Ça veut dire que tout le monde a été très clair. Juste pour compléter le propos là, sur la captation du CO2, Oui. il y a aujourd'hui une captation qui est intéressante sur le CO2, mais ce n'est pas capté pour stocker, c'est capté pour produire un nouveau produit. Donc là, on s'intéresse au CO2 biogénique. Donc c'est un CO2 qui est rejeté généralement par des installations type biomasse. Où là, il y a des industriels qui s'intéressent à ça pour fabriquer ce qu'on appelle le SAF. Donc c'est en fait un combustible vert pour l'aviation. Donc on cherche à capter ce CO2 pour le combiner avec l'hydrogène et fabriquer justement ce biocarburant, ce biokérosène. Voilà, ça aujourd'hui, c'est des choses qui sont étudiées, qui sont concrètes. Je dirais que le stockage aujourd'hui est limité par le cours du CO2. Tant que le cours du CO2 reste autour de 80 €, il n'est pas vraiment incitatif. Si le cours du CO2 augmente, peut-être qu'il y aura cette contrainte effectivement de se dire qu'il vaut mieux le stocker que le payer. Donc voilà, aujourd'hui il y a des études qui sont lancées. Je ne crois pas qu'il y ait de projet industriel, mais ça viendra. Il y a déjà des exemples qui existent dans d'autres pays. Voilà. J'avais une question peut-être plus générale, en fait, puisque là, on a parlé beaucoup de solutions très concrètes, et je vous remercie. Et comment on fait aussi pour avoir une vision d'ensemble et définir une stratégie globale de décarbonation? Parce qu'au-delà des différentes solutions, est-ce qu'il y a des outils justement pour avoir plutôt une stratégie globale? Je pense que c'est articulé entre nous tous en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ADEME accompagne les industriels avec le pacte industrie pour faire des audits. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je consomme, où je le consomme. Voilà. Donc pour ça, il y a des aides. Et ça, c'est déjà une première brique pour se donner une cartographie de sa consommation. Et en fonction, il faut faire appel à des acteurs énergéticiens pour justement définir une feuille de route et décider en fonction des différents projets lesquels sont prioritaires et ceux qui ont le plus gros impact à la fois sur la compétitivité, sur la décarbonation. Philomène Desjoncker, vous voulez peut-être compléter sur la vision d'ensemble? Oui, merci. Il y a en effet se projeter dans une stratégie assez concrète d'action de décarbonation de son activité avec des actions concrètes de remplacement d'équipements, de changement de vecteurs énergétiques. On peut aussi emmener la démarche plus loin en se disant finalement comment je rends encore plus pérenne mon activité économique, comment je m'inscris dans une logique de sobriété matière, par exemple, avec des enjeux de recyclage, de réutilisation, et être aussi ouvert à se dire peut-être que dans mon modèle économique, je peux trouver demain, et je pense que ça fait le lien avec les PTS dont tu parlais, Anne, comment demain je peux me repositionner pour rester un acteur compétitif sur un segment de marché où mon impact sera diminué sans pour autant transformer mon métier. Et ça, c'est des réflexions qui sont aujourd'hui possibles et qui sont très porteuses de sens, en fait, dans une logique de transformation d'entreprise à moyen terme ou à plus long terme. Et est-ce que l'ADEME accompagne aussi la réflexion au niveau global, enfin de stratégie, avant d'accompagner des actions précises? Oui, totalement. Ça a été déjà très bien synthétisé par Philomène. Oui, alors de toute façon, dans tous les cas, on est riche de dispositifs très diversifiés au sein de l'agence. Bon, là, on a ciblé décarbonation, mais c'est vrai qu'on a également les dispositifs économie circulaire. On a parlé recyclage. Et c'est vrai que les ingénieurs à l'ADEME, lorsqu'ils rencontrent une entreprise, vont essayer quand même d'avoir
une sorte de 360 avec le chef d'entreprise pour peut-être réorienter à un moment sur un premier projet avant d'aller directement sur l'action pour laquelle le chef d'entreprise a cherché l'échange avec l'ADEME. On peut citer un exemple carbone aussi en amont. Oui, voilà. Et par exemple, il peut y avoir des ponts très facilement réalisables avec, moi je pense à l'éco-conception qui va permettre également de jouer sur l'empreinte carbone des produits de l'entreprise. Voilà, c'est différents projets qui peuvent être menés en parallèle et donc en effet avoir une vision globale et avoir toujours cette logique de feuille de route avec un horizon et trouver une logique. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, c'est 16h30 et je vous remercie. Donc c'est la fin de cette table ronde. Je vous remercie pour tous ces exemples vraiment intéressants et je pense qu'ils sont assez instructifs aussi. Et je vous dis à bientôt pour la suite des événements d'Energaia. Merci. Merci beaucoup. Merci.